Et nous rejoignons maintenant en direct du Luxembourg Lionel Jospin pour un premier bilan de ce sommet sur l'emploi aux côtés d'Arlette Chabot et de Gérard Leclerc. Monsieur Jospin, bonsoir. On vient d'entendre la satisfaction de Jacques Chirac. Manifestement, tout a été fait pour éviter les fausses notes lors de ce sommet. Au fond, malgré les désaccords, n'y a-t-il pas un peu d'hypocrisie diplomatique pour trouver un consensus ? Je vais te dire une chose simple d'abord, c'est que les sommets européens au niveau des chefs d'État et de gouvernement existent depuis plus de 20 ans. Il y a dû y en avoir plus d'une cinquantaine, 3 par an au début, 2 par an maintenant. Il n'y avait jamais eu de sommet consacré à l'emploi. On mesure quand même ce qui vient de se produire. Dès le sommet d'Amsterdam, c'est-à-dire quelques jours après que j'ai été nommé par Jacques Chirac, Premier ministre, j'ai proposé que l'Europe réoriente une partie de ses préoccupations, de son activité et de ses ressources de financement vers la lutte pour l'emploi et vers la croissance. Et on pouvait penser au début qu'il y aurait un certain scepticisme. Eh bien, nous venons de tenir ce sommet sur l'emploi. Il fixe de grandes orientations. Et surtout, il est le début d'une démarche qui va se poursuivre maintenant d'année en année, puisque chaque deuxième congrès, chaque deuxième sommet, lapsus, un peu révélateur, oui, absolument, parce que je vais partir tout à l'heure, c'est vrai, vers Brest. Chaque deuxième sommet annuel sera désormais consacré à l'emploi pour examiner le résultat des plans nationaux décidés par les États dans le cadre des orientations que nous avons fixées aujourd'hui. Alors tout de même, est-ce qu'on n'est pas assez loin des ambitions initiales de la France, puisqu'on voit que dans les objectifs, eh bien, ne figure ni précisément le nombre d'emplois qu'il faudrait créer, la baisse du chômage, qu'il n'y a pas de date butoir pour les plans d'action de chaque pays, et qu'il n'y a pas non plus de sanctions qui sont prévues? On est moins loin que ce qu'avait proposé la Commission, puisque c'est la Commission qui avait proposé des objectifs chiffrés, y compris un objectif moyen et des objectifs particuliers. On est plus loin que ce que nous pouvions espérer au départ, parce qu'on pouvait craindre que ce sommet soit un sommet isolé, fait pour faire plaisir à la France, parce qu'elle avait insisté. Et là, on assiste à une réorientation, je crois, de la politique européenne. Au moment où nous allons vers la monnaie unique, nous montrons et nous indiquons, et la France a joué un rôle dans cette direction, nous ne nous occupons pas simplement de monnaie, de stabilité, de contrôle du budget, mais que nous nous occupons de ce qui angoisse des dizaines et des dizaines de millions de gens en Europe, à savoir le chômage. Et ça, c'est une réorientation fondamentale. Par ailleurs, sur proposition de la France dans ce sommet, il a été admis que les gouvernements, les États, pouvaient, eux, se fixer des objectifs quantifiés. Il y en a d'ailleurs quelques-uns dans le texte adopté aujourd'hui qui concernent le chômage des jeunes, qui concerne les chômeurs de longue durée, qui concerne la formation aussi pour les chômeurs. Oui, mais alors, on faisait évidemment la comparaison avec les critères pour la monnaie, les critères de Maastricht. C'est vrai qu'ils étaient contraignants. Et là, effectivement, on entrait ou on n'entrait pas dans la monnaie unique, dans l'euro, si on les respectait. Alors, c'est vrai que cette fois, il n'y a pas de sanctions, il y a des engagements, et il y aura au bout du compte, c'est vrai, si on ne les respecte pas, des recommandations. Alors, qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui va aiguillonner les gouvernements à faire des choses précises et à respecter ces engagements ? D'abord, il faut que vous compreniez qu'en ce qui concerne la politique monétaire, on est maintenant à la fin du processus qui va conduire à la monnaie unique. En ce qui concerne l'attention portée désormais à la lutte contre le chômage, on est au début d'un processus. Et donc, vous ne pouvez pas comparer une fin de période et le début d'une nouvelle démarche. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui, justement, que après les critères de Maastricht, il y a désormais les objectifs de Luxembourg pour l'emploi et pour la croissance. Et ça, c'est un tournant important, à mon sens, dans l'Europe. Mais l'aiguillon, c'est quoi? C'est les opinions publiques qui demandent vraiment que les gouvernements fassent plus? Et c'était déjà les dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui manifestaient hier à Luxembourg et qui sont venus rappeler avec les syndicats européens leurs exigences, leurs impatiences et leurs attentes. Ce sont les opinions publiques, effectivement. Parce que si on n'est pas éligible à des critères de l'emploi, comme on est éligible aux critères monétaires, on risque tout simplement de ne pas être éligible par ces peuples si on ne fait pas un effort pour cela. Et c'est d'ailleurs, il y a une cohérence entre la volonté de mobiliser notre effort national vers l'emploi en France et cette volonté de sensibiliser nos partenaires européens vers l'emploi en Europe. Donc il y a une cohérence, je crois, entre l'action que nous essayons de conduire au niveau national
et les impulsions que nous essayons de donner au niveau européen. Alors il y a un terme qui a fait florès durant ce sommet, c'est celui d'employabilité. Et dans le texte final, on voit qu'il est question de moderniser l'organisation du travail, de favoriser des formules souples, le temps partiel. Est-ce que ce n'est pas la fameuse flexibilité, la déréglementation que vous n'appréciez pas? Moi, mes critères sont simples. Je ne suis pas hostile à la souplesse pour s'adapter à la compétition mondiale. Si cette souplesse permet d'être plus efficace, d'augmenter les revenus, les salaires, de diminuer le temps de travail ou de conquérir des marchés. Si la flexibilité, c'est la régression sociale, la remise en cause d'acquis, je suis contre. Donc mes critères sont extrêmement simples. Je suis prêt à être souple si c'est un progrès, notamment pour les salariés, pour la population, pour notre économie. Si c'est une régression du point de vue social, je la rejette. Mais je crois d'ailleurs que c'est aussi la position des deux autorités de l'exécutif français et du président. Cette flexibilité elle a été mise en œuvre, on le sait, par la Grande-Bretagne avec des résultats, puisque le chômage a baissé pendant 20 mois consécutifs. Il n'y a plus actuellement que 1 400 000 chômeurs en Angleterre. Et cette déréglementation, elle attire des chefs d'entreprise, y compris des chefs d'entreprise étrangers, français. On va le voir avec une sorte de paradis fiscal qui s'est créé à Ashford et où se sont installées des entreprises françaises. C'est un reportage de Jean-Paul Chapelle et de Bernard Ronflet. La pluie ne lui fait pas peur. Pour trouver son premier emploi, Ludovic s'est exilé au pays du brouillard. Après 1 an de galère, cet ingénieur en informatique a fait un choix, être employé en Angleterre plutôt que chômeur en France. C'est ce qui permet d'entrer réellement dans la vie active. C'est d'être considéré, je dirais, comme un adulte à part entière et d'avoir son indépendance financière, totalement. Alors que jusqu'à il y a quelques mois, je recevais encore un peu d'argent de mes parents. Sa chance, cette petite entreprise de haute technologie. Pour fuir le poids des charges et des impôts, le patron a déserté la France. Ici, les cotisations patronales sont 4 fois moins élevées. En France, je n'arrive plus à construire. Eh bien, moi, j'ai pas voulu faire comme certains, qui est de toujours se plaindre auprès de nos gouvernants. Je pense que ici, je pouvais trouver ma solution, donc je l'ai trouvée. Et je suis là pour construire. Moins d'impôts, moins de paperasserie et un accueil royal. Pour lui, Madame le maire a organisé une réception. Ici à Ashford, première escale après le tunnel sous la Manche, le Français découvre un nouveau paradis. Il y a tout un environnement de gens qui font tout pour vous faciliter la vie. Et ça, pour un entrepreneur, c'est précieux parce que tout le temps gagné, c'est du temps susceptible de vous permettre de générer encore plus de business. Les salariés, eux, découvrent l'envers du décor. Le pub, pour unique distraction, et un système de santé très différent. Ici, on ne choisit pas son médecin et à l'hôpital, les files d'attente sont toujours aussi longues. Les Anglais prennent leur mal en patience dans ces cas-là, donc si je vis en Angleterre, je fais comme eux, simplement. Installée depuis 1 mois, Alexandra a déjà son premier salaire, 6 000 francs, et sa première feuille de paye. Elle tient en 5 lignes. Pas de retraite obligatoire, le système est privé, pas de sécurité de l'emploi, les contrats sont précaires. J'ai très peu de droits, jusque 2 ans d'ancienneté. C'est-à-dire, on peut vous licencier? C'est-à-dire, je peux être licencié, on peut me dire, dans 1 semaine, vous êtes parti. J'ai 1 semaine de préavis. Vite embauché, vite licencié. Le système libéral permet à la Grande-Bretagne d'afficher un chômage minimum et pour ce transfuge sans complexe, des profits maximum. Alors le libéralisme, ça marche, Monsieur Jospin, quand même, non? Au point qu'il y a des jeunes Français, même avec tous les inconvénients, qui traversent la Manche et qui viennent s'installer ou qui trouvent du travail en Grande-Bretagne. Plusieurs choses quand même. Ouais. Si la Grande-Bretagne était un paradis, je pense que M. Major aurait été réélu triomphalement. Et il vient de subir un désastre historique. Première réflexion. Deuxième remarque. On a longtemps reproché aux Français d'être un peuple plutôt sédentaire, préférant vivre en France, de ne pas s'exporter, de ne pas aller à l'étranger pour conquérir des marchés, pour travailler, pour développer aussi notre langue, notre culture. Moi, je suis content que des jeunes Français aillent aussi à l'étranger. Soyons pas repliés sur nous-mêmes, surtout dans l'Europe. Mais l'idée qu'il faudrait aller vers d'autres pays parce que les avantages fiscaux y seraient systématiquement plus importants pour les entreprises est une idée que nous avons combattue dans le sommet aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le texte que nous avons adopté tout à l'heure,
il est expressément précisé que les États membres vont lutter contre la concurrence déloyale en matière fiscale, ou d'ailleurs en matière sociale. Comment pourrait-on se fixer un projet européen digne de ce nom si les pays membres de l'Europe se battaient à coup d'avantages fiscaux excessifs ou déloyaux, ou à coup de baisse de la législation sociale? C'est évidemment pas ça le projet européen. Donc je ne pense pas que cette perspective pourra aller très très loin. Oui, et en ce qui concerne les paperasses, vous entendez aussi le mot paperasse, sachez qu'une des conclusions de la rencontre avec les partenaires sociaux qui a eu lieu le 10 octobre et que Marie-Lise Lebranchu notamment va mettre en place, c'est justement de réduire considérablement les paperasses, les formalités en France, notamment pour les petites et moyennes entreprises, qui sont d'ailleurs au cœur des préoccupations de ce sommet, parce que les fonds très importants qui vont être mobilisés par la Banque européenne d'investissement vont aller vers les petites entreprises, surtout vers les petites entreprises qui portent les nouvelles technologies et qui, à travers ces nouvelles technologies, portent aussi l'emploi, bien sûr. Vous évoquez les directives de Luxembourg, mais il y a également la baisse de tous les prélèvements fiscaux, sociaux, notamment ceux sur les emplois non qualifiés. La France, pour l'instant, elle fait le contraire, elle a plutôt tendance à les augmenter. On va changer ? Je crois que quand on opère le transfert des cotisations sociales de l'assurance maladie sur la CSG, on ne va pas dans le sens que vous indiquez, au contraire, et en plus on a un gain de pouvoir d'achat pour les salariés, vous le savez, ce qui est quand même notre objectif aussi pour relancer la consommation. Et par ailleurs, vous le savez, nous voulons examiner aussi les cotisations qui pèsent sur les entreprises au titre de la cotisation patronale, pour en modifier la base de façon à ce qu'elles pénalisent moins le travail. Donc nos objectifs vont dans le sens que l'on dit, alléger les charges, mais pas au prix d'une remise en cause des avantages sociaux pour les salariés. La France privilégie la réduction du temps de travail à 35 heures. On est les seuls. Est-ce qu'on peut avoir raison contre tout le monde ? Je ne crois pas qu'on est les seuls, puisque vous avez entendu qu'une crise politique qui s'était nouée en Italie récemment s'est résolue par un engagement de la... c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est résolu par un engagement sur la perspective des 35 heures. Il y a d'autres pays en Europe qui nous ont précédés. Je pense à l'Allemagne, par exemple. Elle ne l'a peut-être pas fait sur le plan de la législation, mais elle l'a fait par des accords, par une politique contractuelle dans de très grands secteurs comme la métallurgie. Je discutais l'autre jour avec plusieurs de mes collègues premiers ministres et qui me disaient que la durée du travail, par exemple au Danemark, la durée du travail est inférieure aujourd'hui à la durée du travail en France. Et il y a d'autres pays européens dans lesquels c'est aussi cette situation. Donc, chaque pays détermine sa méthode. Nous voulons être volontaristes dans la lutte pour l'emploi. C'est le sens du programme Emploi Jeune. C'est le sens de l'arme de la diminution du temps de travail. Mais d'un autre côté, vous savez que nous allons le faire progressivement par la négociation, en aidant les entreprises. Donc, je pense que notre optique est toujours la même, une volonté sociale et la prise en compte des réalités économiques. Alors, quand le président de la République, dans un texte, une contribution, met en garde contre le mirage d'expérimentations hasardeuses qui peuvent affecter gravement la lutte contre le chômage, est-ce que vous pensez qu'il fait allusion aux 35 heures ? On lui a posé la question, je crois, dans la conférence... Je dis je crois. C'est sûr, je crois, puisque j'y étais à ses côtés dans la conférence de presse tout à l'heure. Et il a dit qu'il ne faisait allusion à aucune politique en particulier. Qui peut mieux interpréter les textes du président que le président lui-même. Donc vous n'êtes pas visé ? Pas du tout. Et il a dit d'ailleurs qu'effectivement, il pensait que vous étiez d'accord pour dire que vous n'étiez pas sur la voie d'expérimentation hasardeuse. Forcément, vous êtes d'accord. Vous savez que je conçois mon rôle de Premier ministre de façon assez simple. Je travaille. Ernest-Antoine Seillière, qui devrait prendre les rênes du patronat français, est toujours hostile aux 35 heures, mais il souhaite un aménagement du projet, notamment pour aller vers davantage d'annualisation, vers davantage d'heures supplémentaires. Or, on dit que le projet qui va être présenté au Conseil des ministres le 10 décembre prochain sera au contraire une version dure, c'est-à-dire qu'on va encore limiter le temps partiel, les heures supplémentaires. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction ? Est-ce que vous n'allez pas désespérer les chefs d'entreprise et tourner le dos aux orientations de Luxembourg ? Moi, j'aurais préféré que les chefs d'entreprise me fassent des propositions, des contre-propositions par rapport à la démarche qui était la nôtre sur les 35 heures, notamment à l'occasion de la préparation de la rencontre du 10 octobre, voire même dans la rencontre du 10 octobre. Voilà, donc il vous demande de la souplesse. Oui. Je suis heureux
de savoir que peut-être, parce qu'après tout, les responsabilités n'ont pas encore été fixées, que je sache, au patronat français, que peut-être des nouveaux responsables du patronat français envisageraient, au fond, de revenir discuter. Alors, nous verrons, et nous verrons sur quelle base ils le feront. Et comme de toute façon, notre volonté dans cette affaire, c'est de servir, bien sûr, les salariés, mais aussi les entreprises. C'est pourquoi nous les aidons. Donc ce sera quand même avec les entreprises, par branche, par secteur, ou dans le cadre de telle ou telle entreprise particulière, que les négociations entre les représentants des salariés et les chefs d'entreprise doivent être menées avec, vous le savez, l'incitation de l'État. Alors, le récent conflit des routiers en France, c'était pas le premier à montrer qu'il fallait harmoniser les législations sociales entre les pays. Il n'y a rien à l'issue de ce sommet sur l'harmonisation sociale. Ça viendra un jour ? J'ai pu obtenir dans la discussion que soit prise en compte davantage encore, affirmer mieux la nécessité du dialogue social. Et ça, c'est extrêmement important. Vous savez que c'est au cœur de ma façon d'agir. On l'a vu dans ce conflit dont vous avez parlé à l'instant. Je voulais aussi avancer, nous voulions avancer, et d'ailleurs le président en était tout à fait d'accord, le thème de l'harmonisation sociale, des législations sociales. Nous n'avons pas pu obtenir ce terme comme tel. Un ou deux pays s'y sont nettement opposés. Mais nous avons fait prendre en compte l'idée non seulement de la concertation avec les partenaires sociaux, mais l'idée aussi que nous devions mettre en œuvre la charte sociale, la charte des droits sociaux, et je pense que nous nous appuierons sur cela pour pousser à cette harmonisation. Dans certains secteurs, on l'a vu pour le transport routier, je suis convaincu que l'harmonisation des législations sociales, par exemple touchant la durée du travail, si vous voulez, sera aussi importante que cette harmonisation fiscale dont nous parlions tout à l'heure. Ben, on a encore des idées à faire avancer en Europe. Hein. Avec la croissance, les emplois jeunes, les 35 heures, quand aura-t-on les premiers résultats sur le plan du chômage? Est-ce que vous ne craignez pas que les 35 heures jouent contre l'emploi, avec peut-être en incitant certains chefs d'entreprise à supprimer des emplois et puis en décourageant des investissements étrangers? D'abord, vous avez constaté qu'un certain nombre d'entreprises, y compris les entreprises d'un certain nombre des patrons qui discutaient avec nous et qui ne voulaient pas les 35 heures, étaient déjà passés aux 35 heures. Donc ça veut dire qu'un certain nombre d'entreprises, pas simplement de très grandes, mais aussi des moyennes ou des petites, performantes, ont la capacité de passer à 35 heures. Ce que je demande, moi, aux chefs d'entreprise, c'est à partir du moment où il y a une aide de l'État, c'est à partir du moment où il y a un délai pour le faire, c'est qu'ils entrent maintenant dans ce processus, c'est qu'ils ne se bloquent pas, et c'est qu'ils se disent, ça a été fait par d'autres, on peut le faire, on en tirera un avantage. Moi, mon idée, c'est pas que les Français travaillent moins, c'est que les Français travaillent plus. Mais d'abord qu'ils soient plus nombreux à travailler, puisque plusieurs millions d'entre eux sont hors du cadre du travail. Alors nous essayons de mener une politique économique et sociale qui pousse à une croissance plus forte. Et nous avons l'espérance d'une croissance plus forte à partir de 1998. Nous avons maîtrisé le budget et le collectif budgétaire. Il paraissait impossible à faire, disait-on. Nous l'avons fait dans de bonnes conditions, sans casser la croissance. Nous poussons nos partenaires européens à nous rejoindre dans cette action en direction de l'emploi, là encore, et de la croissance. Et donc les premiers résultats, pour quand? Nous faisons des efforts sur les emplois jeunes, donc je dis aux entreprises, prenez votre part de cet effort. Mais les premiers résultats, écoutez, ça fait à peine 6 mois, 5 mois et demi que nous sommes là. La démarche est fixée, la volonté est faite. Il y a une prise de risque de notre part, une vraie prise de risque, parce que moi, je ne crois pas à l'immobilisme, je ne crois pas à la passivité en politique. Ou alors, sinon, il faut faire autre chose, et les Français ne croiront plus à la démocratie. Les résultats, je pense que les premiers commenceront à apparaître, je pense, vers la fin de l'année 1998, parce que vous savez très bien qu'il y a une inertie dans ce domaine. Mais ce qui est important, c'est pas simplement de savoir quand les résultats arriveront, c'est ensuite que la tendance soit différente et soit nouvelle. Et je pense que un des éléments pour renverser cette tendance, c'est aussi celui de la confiance. Parce que la confiance des acteurs de la vie économique et sociale, c'est un élément qui contribue, lui aussi, à la croissance. Et s'il y a ce sentiment de confiance, eh bien, je pense que nous pourrons aller plus vite que nous ne le pensions au départ. Alors pour l'instant, les Français ont confiance en vous parce que les sondages sont bons. Votre cote de popularité touche 60%. Qu'est-ce qu'ils aiment en vous, les Français ? Est-ce qu'il faut que j'agisse et en plus que je commente mon action? Oui, qu'est-ce qu'ils apprécient à votre avis? Non, je ne sais pas, c'est à eux de le dire. Moi, je m'efforce d'animer cette équipe que je conduis
ce gouvernement avec des personnalités fortes et qui font leur travail. Je crois que c'est cette volonté de travail et cette capacité de travail peut-être qui est reconnue. C'est aussi l'idée d'un gouvernement qui n'est pas passif devant les réalités économiques, ni devant le chômage, et qui se fixe des objectifs, qui affirme une volonté. C'est aussi un gouvernement qui ne se laisse pas dominer par la technocratie, même s'il respecte les grands serviteurs de l'État ou les techniciens qui partout agissent, mais qui donnent une impulsion politique parce qu'il veut réhabiliter la politique, c'est-à-dire au fond réhabiliter la démocratie. C'est un gouvernement qui écoute, qui dialogue, mais qui sait prendre des décisions. C'est un gouvernement qui, lorsqu'il ouvre un dossier, je pense par exemple à des dossiers industriels que nous avons trouvés en friche, ne le referme pas tant qu'il ne l'a pas réglé. Voilà ce que j'essaie de faire, mais pour le reste, je ne peux pas commenter mes propres sondages. Et quand on est dans Sinon, qu'est-ce qui va vous rester? Quand on est dans cette situation de popularité, qu'est-ce qu'on redoute le plus? Est-ce que c'est que la croissance soit pas au rendez-vous? Est-ce que c'est la mise en application des 35 heures? Est-ce que c'est un vaste conflit social? De quoi avez-vous peur? Et je ne veux rien redouter en particulier, je veux continuer à mener ma tâche comme je le fais. C'est une chose réconfortante que peut-être un certain nombre de Françaises et de Français recroient à nouveau dans l'action publique. Et moi, je suis fier qu'ils puissent ressentir cela. Je continuerai à essayer d'être au service du pays à la place qui est la mienne. C'est celle du gouvernement uniquement. Alors le congrès du Parti socialiste s'ouvre aujourd'hui à Brest. Vous irez tout à l'heure les rejoindre. Est-ce que vous pensez que les socialistes peuvent, en écoutant les résultats de Luxembourg ce soir, dire on a gagné, c'est notre ligne qui a triomphé, ils peuvent être aussi contents que vous? Et les socialistes, ils sont libres, ils vont s'exprimer librement. Moi, je les rejoindrai effectivement à partir de demain. Mais là, je suis à Luxembourg, c'est-à-dire dans un pays très proche, ami, que nous aimons bien, où en plus le Premier ministre, président du Conseil de l'Union, a joué un rôle tout à fait positif dans ce sommet. Et je ne suis pas en France, et je ne suis pas à Brest, et je ne suis pas avec les socialistes. Donc je ne veux pas confondre les temps, je ne veux pas confondre les lieux. Vous m'avez interrogé au soir d'un sommet comme Premier ministre. Je ne veux pas m'exprimer, en tout cas ce soir, comme un socialiste que je suis. Petite précision quand même, Oui. on l'entendra tout à l'heure, Laurent Fabius dit à propos des résultats de Luxembourg, c'est un début, mais ce n'est qu'un début. Mais c'est, je crois, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit nous sommes à l'aube de quelque chose. C'est une nouvelle phase qui s'ouvre et en plus qui sera contrôlée progressivement. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que Laurent a dit. Sur l'enjeu du congrès, vous ne pouvez pas nous en dire un peu plus? Sur Mais c'est d'élire une nouvelle équipe qui va accompagner la nouvelle équipe gouvernementale. Lorsque nous avons prévu la date de ce congrès, c'est-à-dire 3 ans après le précédent, sa date normale, nous voulions nous préparer aux élections. Nous nous préparions, peut-être, nous ne savions pas, à la reconquête. Nous sommes maintenant face à l'exercice du pouvoir. Et donc, moi, je suis dans ma tâche, je ne peux pas faire autre chose, je ne veux pas mélanger les genres. Et donc, il y a une nouvelle équipe qui va diriger le Parti socialiste et accompagner l'action gouvernementale, dont je rappelle d'ailleurs qu'elle n'est pas conduite, vous le savez, au gouvernement et à l'Assemblée, que par des socialistes, mais par une majorité diverse. Et qui fait peut-être la force de ce courant d'aujourd'hui et qui explique peut-être aussi cette confiance dont on parlait tout à l'heure. Alors vous allez dire qu'on vous demande de faire notre travail, mais vous pouvez définir, ça existe, le jospinisme? Naturellement pas. Bon, d'accord. Mais c'est une ligne politique. Je ne parle pas de l'adhésion à la personne de Lionel Jospin, mais il y a une ligne politique. On définit en Grande-Bretagne une ligne autour du Parti travailliste rénové par Tony Blair. Alors, le Parti socialiste ou le mouvement rénové par Lionel Jospin, il se définit comment? Mais vous avez tous vu ce qui s'est passé depuis 2 ou 3 ans. Moi, je me contente d'agir aujourd'hui dans la fonction qui est la mienne. Peut-être faudrait-il regarder les pratiques plutôt que de vouloir mettre des formules. En tout cas, je vois là, j'ai vu les titres des journaux, la Jospinomania, le sacre et tout ça. Je vois bien en même temps pourquoi certains disent ça ou font ça. Je peux vous dire une chose, je n'ai fait partie d'aucune cour, à aucun moment. Nous avons été au pouvoir déjà. C'est totalement étranger à ma culture que ces histoires de sacre, ces histoires de cours. Et donc, je n'accepterai aucune cour autour de moi et je continuerai à agir comme je suis, sans changer. Et pour faire allusion à quelques commentaires qui ont été faits, sans prendre la grosse tête. C'est le plus grand risque, ça? Non, à mes yeux, non. Il suffit d'être normal.
Une dernière question, Monsieur Jospin. Est-ce que vous m'entendez? Une dernière question. Dans les jours à venir, revenons au congrès de Brest. François Hollande deviendra secrétaire général du Parti socialiste. Mais en réalité, Monsieur Jospin, n'est-ce pas vous qui en resterez le vrai patron? Très bonne question, parce que s'il y a un sacre, moi je quitte le poste de premier secrétaire du Parti socialiste, ce sera le sacre de François Hollande. Mais François Hollande, il est comme moi. C'est un homme simple, qui a le sens de l'humour, du relativisme. Il ne demande pas un sacre, parce que je crois qu'il est temps de désacraliser le pouvoir. Que le pouvoir se fasse respecter par ses actes, par sa façon d'être, et que nous abandonnions les pompes du pouvoir et les volutes de l'encens. Monsieur Alors, Jospin. Si certains y jouent, en tout cas qu'ils sachent que moi je ne suis pas dupe. Monsieur Jospin, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions en direct du Luxembourg. Vous allez vous rendre, vous l'avez dit, à Brest, où s'est ouvert aujourd'hui le congrès du Parti socialiste.